Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Flashback, le format long du Saloon qui revient sur une saga culte qui fait à nouveau l'actualité. Après l'épisode sur Rambo qui nous a permis de crier notre amour pour Sylvester Stallone, on va à nouveau faire les beaux yeux aux gros muscles et aux gros flingues, mais cette fois-ci à ceux d'Arnold Schwarzenegger qui réendosse en ce moment au cinéma dans Terminator Dark Fate son personnage de robot futuriste qui voyage dans le temps pour tuer ou pour protéger Sarah Connor. Forcément, on va louer un culte à Schwarty, mais aussi au réalisateur James Cameron qui est à l'origine de cette saga de science-fiction culte débutée en 1984 et qui a profondément marqué le cinéma et la pop culture. Dans cet épisode, on ne vous parlera pas de Terminator Dark Fate, 6e film consacré aux robots destructeurs, simplement car un débat du Saloon lui sera consacré lundi prochain. Non, dans ce flashback, on va revenir sur l'origine de ce projet dément qu'est Terminator. On va essayer de comprendre en quoi il est devenu un objet de cinéma aussi important et pourquoi, comme beaucoup de sagas initiées dans les années 80, ces suites n'ont pas toutes été à la hauteur des espérances. Pour ce faire, on va revenir en détail sur les 5 premiers films de la saga avec mes amis de la critique, Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut. Alors, pour le flashback de Rambo, tu nous disais que tu faisais une infidélité à Schwarzenegger en parlant de Stallone. Là, c'est bon, t'es dans ton élément. Là. Ah oui, ouais. je suis dans l'eau comme un poisson. Très bien. Et la guerrière tueuse de robots, Charlotte Klinke. Salut Charlotte. Thibaut Ducret, qui rêve toujours de voyager dans le temps. Lui aussi. Absolument. Très bien. Alors, si vous êtes prêts, les amis, on sort le fusil à pompe, le cuir, la moto, et c'est parti. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. L'histoire de Terminator débute en 1984. Le réalisateur américain James Cameron n'a pas encore fait Titanic et Avatar, mais signe là son premier grand film et son premier carton. À l'époque, il était responsable d'effets spéciaux ou directeur artistique et n'avait signé qu'un court-métrage, Xenogenesis, qui mettait déjà en scène un héros mi-homme, mi-machine, et un long-métrage d'horreur, Piranha 2. Passionné par la science-fiction, la cybernétique, la technologie, l'intelligence artificielle et le voyage dans le temps, c'est à la suite d'un rêve, celui d'un torse métallique sorti d'une explosion qui s'empare d'un couteau pour le menacer, que James Cameron donne naissance à Terminator avec le bodybuilder Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. Immense succès inattendu qui permettra à Cameron de signer une suite en 1991, le chef-d'œuvre d'action Terminator 2, Le Jugement Dernier. Et depuis, Cameron s'est distancé de sa franchise après l'avoir lancé pour mieux s'occuper des projets qu'on lui connaît. Naîtront alors les suites plutôt discutables dont on va parler justement et discuter ici. Terminator 3, Le Soulèvement des Machines, de Jonathan Mostow en 2003, Terminator Renaissance mais sans Schwarzenegger de McG en 2009 et même le reboot que l'on préférerait carrément oublier, Terminator Genesis d'Alan Taylor en 2015. Mais revenons tout de suite à l'origine de la saga et au tout premier épisode. Thomas, c'est The Terminator de James Cameron, sorti donc en 1984. Scénario de James Cameron et de sa femme de l'époque, Gale Anne Hurd, c'est comme ça qu'on... Gale Anne Hurd, peut-être. Ouais, voilà. D'accord, voilà. Il y a plusieurs autres personnes qui ont finalement été créditées au scénario parce que certaines personnes ont dit qu'il avait piqué des idées à gauche, à droite, notamment un épisode Au-delà du réel, ce que Cameron a accepté dans un premier temps, puis a démenti. Enfin bref, dans ta présentation, tu as dit que... C'était un rêve, etc. Alors oui, tu as annoncé un peu la genèse du projet, c'est-à-dire que Cameron faisait la promotion de Piranha 2 en Italie et il a rêvé C'était de... une série B, hein, c'est ça, d'horreur. Une immense série B. Ouais. C'était une production Roger Corman, donc on était là dans du produit d'exploitation pur. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de la filmographie de James Cameron, on l'a fait généralement débuter par ce premier Terminator en 84, qu'il a dû repousser de quelques années parce que Schwarzenegger était impliqué, notamment avec dans Conan le Barbare, et c'est Dino De Laurentiis qui a voulu garder sous son aile un peu plus longtemps Schwarzenegger, ce qui a forcé Cameron à repousser le film. Raison pour laquelle Cameron a eu le temps d'écrire le script de Rambo 2 dont on a parlé il y a peu dans le flashback consacré à Rambo. Comme quoi, tout est lié. Tout est lié. Mais donc sort ce premier Terminator en 84 avec un Schwarzenegger qui au départ ne convenait pas à James Cameron. Ah ouais. Cameron ne souhaitait pas voir cet acteur dans son film. C'est finalement en le rencontrant qu'il s'est dit que ça pouvait être faisable. Au départ, ça devait être Kyle Reese. Schwarzenegger, l'idée c'était de le caster pour jouer Kyle Reese. Qui est le
défenseur de Sarah Connor, l'humain envoyé. C'est ça, voilà, puisque Sarah dans le film, on a Sarah Connor qui est pourchassée par un T-800 et qui est aussi recherchée par un humain qui est venu pour la sauver. Et c'est donc Kyle Reese, dont on apprendra plus tard qui sera en fait le père de John Connor, donc le futur leader de la résistance. Voilà la raison pour laquelle il est envoyé. Pour la guerre des machines contre les humains. Exactement. Mais bon, je crois qu'on n'a pas besoin de résumer tout Terminator. Posons les bases quand même. Ouais, voilà. Posons les bases. Mais donc Cameron rencontre Schwarzenegger et puis Schwarzenegger, il est moyennement convaincu, lui non plus, lui aussi. Moi, j'ai pas entendu ça. Au contraire, il avait eu le script bien avant qu'il rencontre Cameron et lui, il était hyper emballé par le projet. Non, Schwarzenegger. Non, je crois pas. Dans sa biographie, on a des versions contradictoires. Dans sa biographie intitulée Total Recall, que je me suis quand même tapé de A à Z. On l'a dit. Hein. Alors que c'est du pur Schwarzenegger, du genre si vous voulez y arriver, vous pouvez, il suffit de fournir les efforts et de faire gonfler les muscles. Et c'est bien. L'American Way of Life, quoi. Et il disait au contraire que le film le motivait pas du tout. Et quand il retournait sur le plateau de je ne sais plus quel film, il gardait les chaussures du rôle de Terminator et quelqu'un lui disait mais c'est quoi ces chaussures? Puis il disait c'est pour un film de merde que je suis en train de faire. mais comme le film était un film à tout petit budget pour l'époque, il disait au pire ça passe inaperçu, personne ne saura que j'ai joué dans ce film de merde. Ouais. Et c'est après avoir vu ce que ça allait donner, notamment sur le tournage, qu'il a commencé à se dire ok, il y a peut-être quelque chose. C'est ça, c'est que à la base, mais au départ, film-là, il était pas chaud. Bah voilà. Et puis James Cameron, à la base, ne voulait pas faire un film, comment dire, à grosse ambition. Il voulait pas initier une saga, forcément. Donc c'était un film d'auteur, si on veut, qui devait s'adresser qu'à un tout petit public. Parce que c'est que c'est un film qui est bricolé, quoi. C'est un film qui est bricolé, et là, on voit là tout le talent de Cameron pour sur la base de rien, enfin sa capacité à construire quelque chose d'immense sur la base de rien et créer un visuel aussi extrêmement marquant, extrêmement percutant sur la base de pas grand-chose. Bref, donc pourquoi Cameron ne voulait pas Schwarzenegger en Kyle Reese? Parce qu'il disait mais si on prend ce mastodonte en Kyle Reese, il faudra quelque chose de plus imposant encore pour Terminator. Alors j'ai lu qu'ils avaient envisagé notamment O.J. Simpson à un moment pour le rôle, mais qu'il n'y en avait rien à battre du projet non plus. Et surtout, je crois que Cameron ne l'imaginait pas capable de tuer quelqu'un. O.J. Simpson, ce qui est assez rigolo. Quand on sait, regardez American Crime Story et vous verrez qu'O.J. Simpson a peut-être été tout à fait capable de tuer quelqu'un. Enfin bref, donc voilà, s'initie ce projet et ça va être un immense carton en fait. C'était pas du tout prévu, mais le film va rester en tête du box-office américain pendant plusieurs semaines. Quasiment 80 millions de recettes pour un budget de 6 millions. Donc, c'est ça, imaginez la rentabilité. En France, le film va sortir quelques années plus tard, il cartonne aussi, il va remporter notamment un prix au Festival d'Avoriaz et ça va d'emblée imposer James Cameron comme un grand nom du cinéma de genre et un mec capable d'imposer une vision justement en bricolant sur la base de pas grand chose comme on le disait. Donc ce que ça raconte en gros, c'est ça, c'est deux personnes sont envoyées du futur parce qu'on comprend que dans le futur les machines vont se soulever contre l'humanité et il faut donc tuer la mère de celle qui va donner naissance justement à John Connor qui sera le futur leader de la résistance humaine contre les machines. Donc sont envoyés un méchant robot pour la pourchasser et la tuer et un humain pour la sauver. Et moi, pourquoi est-ce que je considère ce film comme étant en tout point magistral et comme étant surtout le meilleur de la saga? Parce que tu disais dans ton introduction qu'il va ensuite donner lieu au chef-d'œuvre, la suite le Terminator 2. Alors pour moi, Terminator 1 est nettement supérieur au deuxième, même si j'aime beaucoup le deuxième, mais parce qu'on a vraiment ici une vision extrêmement noire de la science-fiction. C'est rare de voir un film de science-fiction aussi noir, aussi crade, aussi sombre dans son imagerie et dans ce que ça raconte aussi. C'est extrêmement violent. Et Schwarzenegger s'impose comme une figure extrêmement menaçante d'emblée. L'espoir occupe très peu de place dans le film. Il y a un ton désespéré, déprimé tout au long du film. Et surtout, il y a une radicalité de l'approche de la SF adulte, vraiment, qu'on retrouvera en fait jamais dans la franchise parce que on en parlera plus tard, mais on va avoir avec Terminator 2 une suite beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus popcorn, plus grand public, extrêmement maîtrisé aussi, où là cette fois le budget va abonder et puis il va pouvoir se lâcher, Cameron. Mais là où Terminator 1 est une petite perle, c'est qu'il y a de l'inventivité dans la mise en scène, c'est qu'on voit qu'en fait comme il y a
peu de moyens dans la réalisation, enfin dans tout ce qui peut entourer le film, tout repose sur la maîtrise de la caméra de Cameron et il arrive à faire des merveilles. Dans le concept même, je trouve ça très malin parce que finalement, c'est un film de science-fiction où on voit 10 minutes d'images du futur et où tout le reste du film se passe dans le présent. En fait, on ramène littéralement, c'est ça le concept de Terminator, on ramène le futur dans le présent. Donc et on voit effectivement quelques visions extrêmement nihilistes d'un futur où le ciel est noir et où on a quelques robots qui tirent des lasers sur des résistants humains. Et le vrai concept du film, et puis qui a fait aussi son originalité, son succès, je pense, c'est ce concept du voyage dans le temps. C'est-à-dire que vraiment tout part de ça, tout l'intérêt du film en fait part de cette idée-là. De cet argument-là. C'est ça. Ouais. Alors oui, et d'ailleurs c'est là où pour moi on aurait totalement pu s'arrêter à ce premier film, c'est qu'ensuite parce qu'on va en faire plus tard, cette histoire de voyage dans le temps de Terminator, ça va être une des gestions les plus flinguées du voyage dans le temps de toute l'histoire de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est absolument pas maîtrisé à partir de l'épisode 3, ça part en cacahuète, alors que le premier reste tout à fait cohérent par rapport à ce qu'il présente. Une autre grande force du film, il y en a énormément, mais c'est aussi d'utiliser Schwarzenegger comme une figure négative, comme un ennemi, comme un hostile, qu'il incarne à la perfection d'ailleurs. Alors qu'il venait d'incarner le héros dans Conan. Ouais. Donc il se destine plutôt à une carrière de good guy. Et là, il enchaîne directement avec un personnage extrêmement noir, extrêmement violent. Et une autre immense force encore du film, c'est la place qu'il offre à Linda Hamilton, à cette héroïne. Connor, Et pour moi, c'est Sarah Connor, une des figures féminines les plus fortes, évidemment avec Ellen Ripley, du cinéma d'action américain, où on a vraiment... c'est pas une motivation politique du film, mais on a un parcours d'un personnage féminin qui évolue et qui va jusqu'à l'auto-affirmation, jusqu'à la capacité de prendre son destin en main, jusqu'à la capacité de tenir tête à une menace extrêmement puissante et masculine. Et sans du tout être un film motivé par un concept féministe, on a en fait une proposition, si elle n'est pas féminine, elle est en tout cas égalitaire, ou en tout cas elle est largement au-dessus de toutes les conneries qu'on nous sert aujourd'hui estampillées féminisme. Parce qu'on a aussi, avec le chemin de cette guerrière, justement, de cette héroïne, le fait qu'à la base, on envoie un humain pour la protéger, alors que finalement, tout son parcours dans ce film-là, ça va être qu'elle va petit à petit se détacher de cette protection masculine et faire qu'elle ne va pas en avoir besoin à la fin et qu'elle va pouvoir justement se défendre aussi par elle-même. C'est tout le propos de ce film-là. Charlotte, je voulais t'entendre sur The Terminator. Toi, que penses-tu de ce premier épisode ? Moi, je vous rejoins. Je trouve que c'est un très bon film de science-fiction qui réinvente certains codes tout en usant de certaines tentatives, d'autres genres comme le slasher par exemple. Je trouve qu'on retrouve cette idée de la final girl, de la traque, des armes, du repère. Mais là encore, où on utilise des codes du slasher, là où dans le slasher la femme reste vierge et pure, et c'est pour ça qu'elle est traquée et qu'elle ne meurt pas. Là, c'est une femme impure, elle a eu un rapport sexuel, n'empêche, elle reste la traque. C'est intéressant ce que tu dis sur le concept féministe du film, parce que ça a été énormément décrié par la suite comme étant un film justement qui n'est pas féministe, qui ne porte pas des valeurs féministes, étant donné que la femme est réduite à un utérus. On la traque parce qu'elle va engendrer celui qui sera le Messie. Mais je vous rejoins sur cette lecture qui est plutôt féministe, parce que pour moi, le Terminator 1 va de pair avec le Terminator 2. C'est une femme qui, comme vous l'avez dit, va prendre son destin en main, va s'élever contre les machines, va refuser aussi son destin. Elle n'est pas dans quelque chose de fataliste. C'est un personnage qui va vouloir modifier le futur et qui va pas être dans la pure soumission. Et puis même avec Kyle, quand Kyle revient sur Terre, Thibault l'a dit, revient sur Terre, revient dans le présent en 84. Thibault l'a dit avant hors micro, je crois. Elle va pas suivre les yeux fermés tout ce que Kyle lui dit. Elle va prendre, elle va faire des choix. Elle va très vite incarner le rôle de cette héroïne qui est Sarah Connor. Complètement. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que le fait qu'elle ait cette capacité d'engendrer John
Connor, ça la rend encore plus forte. C'est-à-dire que je vois pas en quoi le personnage est réduit d'une manière négative à un utérus, au sens où je vois pas en quoi l'utérus serait un amoindrissement du personnage. Au contraire, c'est un atout en plus qu'elle a. C'est-à-dire que c'est une arme. Son arme, c'est aussi ça. C'est ça qui la rend menaçante, et c'est une capacité de supériorité qu'elle a, parce qu'elle va pouvoir engendrer quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, c'est une réplique importante du deuxième, où elle renvoie à la gueule du futur créateur de Skynet. Mais vous savez pas ce que c'est de créer, justement, de donner la vie. Exactement. C'est une position de force qu'elle a aussi. C'est-à-dire que là où les lectures féministes actuelles peuvent peut-être voir une réduction du personnage à sa capacité à procréer, on peut voir ça aussi comme une force. C'est un film qui est aussi extrêmement important pour toute l'influence qu'il va avoir sur la culture populaire. Ne serait-ce que, je sais pas, on peut prendre des exemples tout bêtes, mais la boîte de nuit qui donne lieu à une scène mythique du film qui s'appelle la Tech Noire, qui va aussi influencer tous les mouvements musicaux qu'on connaît encore aujourd'hui, de la New Retro Wave, qui se revendiquent de cette imagerie des années 80, qui vont même jusqu'à intituler des morceaux de leurs albums Tech Noir, etc. Donc, on a vraiment, je pense, le maître étalon de la science-fiction dark, sombre, qui va influencer toutes les décennies qui vont suivre. Et qui va en faire l'un des classiques justement du cinéma d'action et d'anticipation des années 80. Mais il y a aussi une dernière chose sur ce Terminator premier du nom. Il y a aussi l'imagerie très forte qui est posée dès le début et qui finalement sera reprise dans tous les films, singée même parfois, et reprise sans talent, mais qui fait qu'on a du mal à se détacher d'icônes assez fortes. On a cette bulle dans laquelle apparaissent les Terminators quand ils arrivent dans le voyage dans le temps, les éclairs, les corps nus, le fait le blouson en cuir, les lunettes de soleil, le fusil à pompe, le métal, le principe même de la poursuite, le visage aussi défiguré, et les courses poursuites. Donc c'est tout ça qui est posé, les bases sont posées dans ce premier Terminator là-dessus. Non, je dis oui, les bases sont posées, mais en fait, je suis désolée, c'est que j'essaye de revenir sur quelque chose dont vous aviez parlé avant, qui est tu voulais pas du tout réagir là-dessus, mais tu voulais. Ok, alors retourne en arrière, comme un Terminator. Vas-y. L'esthétisation de la science-fiction, de cette nouvelle approche, elle est aussi liée au fait que même, je trouve, le retour dans le temps, l'idée de revenir dans le temps, s'inscrit dans une époque où en Amérique, on aurait parfois aussi envie de remonter dans le temps pour modifier le cours du passé. Et on a ça, je trouve, qui est très présent dans cet premier épisode. C'est on va vers une destruction totale du monde qui est engendrée par une perte de maîtrise de nos armes, en l'occurrence nucléaire. On n'est pas encore à la fin de la guerre froide. On est dans un rapport hyper tendu qui atteint sa culminance en 1986, URSS Amérique. Ce film survient juste avant. Donc on a ce climat hyper tendu et le monde le ressent. Les armes, effectivement, sont pointées à la fois vers l'Europe, à la fois par les États-Unis. Si quelque chose disjoncte, si les machines éventuellement prenaient le pouvoir sur les humains, le monde serait détruit. C'est une réalité qui fait partie de ce rapport à la science-fiction, à ce film de science-fiction. Et c'est là aussi où il est important dans l'époque, c'est qu'il est politisé sans le surligner. Oui, tout à fait. Et du coup, ce qui donnera donc son importance après par la suite est gros succès, on l'a dit, commercial, gros succès surprise commercial et succès critique qui feront qu'ensuite James Cameron pourra donner suite à ce Terminator. En fait, c'est juste pour terminer sur ce que Charles disait. D'accord. Donc on reste encore sur le 1. Très bien. C'est le meilleur film de tous ceux dont on va parler, donc autant prendre notre temps. D'accord. C'est un des premiers grands films qui a un immense succès sur la peur de la singularité technologique, en fait. Il y a aussi ça, c'est la peur de la machine qui devient tellement intelligente qu'elle en vient à pouvoir créer elle-même des machines que les hommes ne pourraient pas créer et qui se rendraient compte, les machines donc, que l'humanité est en fait une menace pour la planète et qu'il vaudrait mieux les éliminer. Mais on avait ça aussi, alors peut-être que je suis pas, mais c'est dans le même esprit, il y a aussi un peu cette notion dans Blade Runner où on a des machines qui sont parmi ou des êtres
Mais c'est moins thématisé. Qui deviennent indépendants, tu veux Ouais, dire. qui sont indépendants et puis dont on. Qui se considère comme étant supérieur à l'humain. Ouais. Le Nexus 6 se dit être complètement supérieur Mais à on l'humain. est clairement dans ces années-là où tout d'un coup on se rend compte que la technologie commence à faire partie intégrante de nos vies. Sauf que Terminator va plus loin en imaginant un renversement global. C'est-à-dire que là où Blade Runner ne va pas du tout imaginer un renversement de société où les machines deviennent une menace Ils prennent le globale pouvoir, pour ouais. l'humanité, Ouais. on a un mélange des deux espèces, alors ça. que dans Terminator, c'est Et vraiment d'ailleurs, radical. cette menace qui est d'abord nucléaire dans les deux premiers, voire dans le troisième, vu que ça reprend un peu l'idée, la narration des deux premiers, va se transformer. On va le voir après, je trouve. Mais cette menace va se transformer vers quelque chose de beaucoup plus numérique. Est-ce qu'on peut passer au deuxième, les amis? C'est bon, j'ai ton autorisation, Thomas. Bah oui, moi je vais m'en aller du coup. C'est bon, t'as parlé du meilleur film de la saga, c'est bon. On va voir si celui-ci n'est pas meilleur d'ailleurs. Terminator 2, Le Jugement Dernier, arrive en 1991. Il est signé aussi James Cameron au scénario, à la réalisation et à la production cette fois. Et puis là, qui change justement de genre, puisqu'on passe de ce film d'auteur de science-fiction qui était censé être un petit film à petit budget de niche à un gros budget, 102 millions de dollars, qui était à l'époque le film le plus cher de l'histoire au moment de sa production, et là qui devient du coup un film d'action à course-poursuite destiné typiquement au grand public, avec cette icône de Schwarzenegger qui devient ici le good guy. On va savoir pourquoi. Et puis on utilise l'humour, etc. Donc on a le film popcorn par excellence au début des années 90. C'est toi, Charlotte, qui va nous parler de ce Terminator 2. Oui, alors ça va être difficile de venir après Thomas qui a si bien posé les bases du premier. Ça se complimente parmi, là, ça y est. Mais non, le 2 est... Alors, dans le 2, on retrouve Sarah Connor qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique parce qu'on ne la prend pas au sérieux par rapport aux prédictions qu'elle fait sur la fin du monde. Son fils est adopté par une famille standard américaine avec qui il a de très mauvais rapports. Et puis, va à nouveau être envoyé dans ce présent-là. Donc environ 13 ans, ou non, un peu plus, je pense, 14 ans après le premier, va être envoyé un nouveau Terminator pour le détruire. Mais avec cela, la Résistance envoie très peu de temps après un Terminator good guy, comme tu l'as dit, Schwarzenegger, pour protéger ce John Connor qui est traqué. Et qui deviendra, donc on l'a dit, le chef de la Résistance. Et qui deviendra le chef de la Résistance. Tu as oui, je voulais juste dire que le good guy, ça reste le T-800 qu'on avait vu dans le premier film, donc Schwarzenegger, mais c'est le T-800, alors que la menace, c'est le T-1000, donc un robot avancé qui... à métal liquide. Voilà, le premier robot à métal liquide qui apparaît dans la franchise. Mais là où... Et juste par rapport à ça, James Cameron avait déclaré avoir eu déjà cette idée du Terminator en métal liquide pour le premier film, simplement que les moyens, pas le budget. Et que même non seulement le budget du film, mais que la technologie actuelle à l'époque ne lui permettait pas de donner corps à cette idée-là. Alors donc, cette fois, là, il a plein de pognon. Mais d'ailleurs, là où 10 ce ans que plus tu tard, dis il est se lâche. juste, c'est qu'on a oublié de signifier également, encore désolé de revenir sur le 1, Alex. Non mais allons-y, Charlotte. On a oublié de signifier que c'est aussi nouveau dans le genre d'avoir un véritable robot, un endosquelette qui n'est pas comme C-3PO. Comment on dit en français? Oui, c'est 3PO. Qui n'est pas en fait un costume. C'est un homme à l'intérieur de C-3PO, alors que là, on a créé un robot de toutes pièces. C'était la volonté de James Cameron, c'était de voir véritablement, et puis d'avoir aussi de permettre au public de voir le corps se décharner progressivement pour laisser apparaître un véritable squelette robotique. Et qui fait que Terminator 2 est aussi un film très important en termes Donc d'effets revenons spéciaux, sur etc. Terminator 2. Non mais c'est vrai, c'est une révolution là-dessus avec le morphing, etc. Enfin, c'est une date dans l'histoire des images de synthèse. C'est ça, clair. dans la 3D, La conception etc. du T-1000, Cameron avait déjà expérimenté ça sur Abyss, où c'était un petit peu les prémices de ce que donnera le T-1000 et le jeu sur les textures liquides. Et là, on a un personnage à part entière qui est incarné avec ça et qui est réalisé par l'équipe d'ILM, la boîte de George Lucas, et qui a déterminé après Jurassic Park et toutes les étapes suivantes dans les effets spéciaux. D'où l'importance de ce T2. Oui.
Et donc, Charlotte? Et donc, mais au-delà de la technologie, je vais d'abord revenir sur le scénario. Je trouve très bon parce que nous, on garde en tête le danger qu'est Schwarzenegger en tant que T-800. On ne nous l'introduit pas comme un good guy dans ce Terminator 2. Donc, aussitôt qu'on entre en contact avec lui, on se dit, ça y est, il revient pour le tuer. Donc, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est joués, on est travaillés. J'aime bien, moi, ne pas être prise par la main en tant que spectatrice, d'être active. Encore active, puis d'être étonnée, d'avoir des surprises. Donc le good guy n'est pas celui. Enfin voilà, il n'est pas donné comme celui qui va en fait être le protecteur de John Connor. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faisait déjà dans le premier, où jusqu'à cette rencontre justement dans la boîte de nuit, on ne sait pas précisément qui est là pour protéger Sarah Connor et qui est là pour la tuer. Ouais, parce qu'on a aussi, à l'époque de Terminator 1, mais ça, dis-moi si je me trompe, Thomas, il me semble que Schwarzenegger, il est connu pour ses rôles de Conan et de Hercule, mais c'est pas non plus. À New York, voilà, etc. mais c'est pas non plus l'acteur dont c'est plus tellement le standard des acteurs de l'époque. C'est pas encore. Non, pas encore. Conan l'a quand même bien fait décoller, mais on sait pas trop quoi en faire de son corps de bodybuildé. Et donc du coup, on sait pas trop comment l'appréhender dans ce Terminator 1. Mais effectivement, on sait pas qui est le méchant, qui est le gentil. Et puis là où Terminator 2 va exploser niveau scénario, c'est qu'il va offrir pour le coup là à Sarah Connor une émancipation en tant que guerrière, de guerrière en tant que personnage, là où en fait Schwarzenegger va plutôt avoir des allures de babysitter ou de protecteur. Avec le petit John Connor. Dans le 2, c'est vraiment elle, la tête pensante du film, qui va définir la trajectoire de la narration et qui va elle va littéralement prendre le destin du monde en main et puis bien sûr être épaulée, mais c'est elle la tête pensante du film. Et tu parles de ce côté babysitter, c'est vrai que c'est très intéressant parce que toute cette relation est excellente entre le Terminator good guy Schwarzenegger, donc il joue aussi là-dessus le fait qu'il passe de méchant à gentil et qu'il crée une relation amicale avec un enfant. Une relation père-fils en fait. Une relation père-fils qui revient beaucoup dans la filmographie de Schwarzenegger aussi, c'est le cas dans Last Action Hero, il est flic à la maternelle, il est même enceint à un moment donné, il est dans Junior, c'est ça je crois, et puis et donc une relation avec l'enfant qui fait partie de sa filmographie, mais il va vraiment effectivement créer une relation avec ce John Connor enfant et puis faire figure de père de substitution. Et qui est prétexte aussi à beaucoup d'humour, parce que là où le premier film est très sérieux, dans celui-ci, c'est là où il y a toutes les répliques, I'll be back, hasta la vista baby, etc., etc. C'est dans ce deuxième que se pose un petit peu ce dialogue entre la machine et l'enfant, qui fait penser un peu au cinéma de Spielberg là-dedans justement, et permet ce côté grand public avec l'humour. Mais c'est là où ces punchlines, elles sont particulièrement efficaces dans Terminator 2, c'est qu'elles sont introduites par le personnage de John Connor. Par C'est-à-dire l'enfant. que c'est ça. On n'a pas un réalisateur qui court derrière la punchline et qui va en caser à tout va pour en caser, mais c'est tout à fait crédible. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va faire l'éducation humaine de cette machine et qui va donc lui dire non mais attends, il faut pas dire affirmatif. Il faut dire, il faut employer les expressions que moi j'emploie. Oui. Il va lui apprendre le parler jeune. Et du coup, toutes ces punchlines qui sont devenues mythiques et qui sont réutilisées après dans la saga à tort et à travers, ici, elles se justifient. Et en plus, elles créent du lien entre les deux personnages. Et en les utilisant, l'effet, c'est que le Terminator s'humanise. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a une capacité d'adaptation, qu'il a une capacité d'apprentissage et qu'il va s'humaniser peu à peu. Donc c'est pas de la punchline pour de la punchline, mais c'est vraiment quelque chose qui étoffe le personnage et qui étoffe la relation avec John Connor. Il va s'humaniser tout en gardant ses fonctions de côté robot mécanique. Et ce côté mécanique. Et c'est vrai que c'est un personnage qui ne rit pas ou très peu. Quand il rit, c'est dérangeant. Il va peut-être sourire du coin de la bouche, mais c'est tout. Il va très peu sourciller. Avec la carrure de Schwarzy, avec son accent autrichien, etc., ça renforce ce côté-là. Il va très peu sourciller, il va très peu cligner des yeux, il va jamais regarder son arme quand il recharge, il va jamais dans la... D'ailleurs, Schwarzenegger l'a dit, il me semble, dans la construction de son personnage, c'était important que le Terminator agisse comme une machine à tuer. Donc il a
a beaucoup joué sur tout son dans les micro mouvements du visage en fait. C'est très réussi et ces punchlines résonnent complètement avec cette robotique qui émane de lui. Et on a surtout, je le disais, le film d'action par excellence avec des courses-poursuites absolument folles. Et c'est là où le film est absolument démentiel, je pense. C'est qu'il arrive vraiment avec ces courses-poursuites-là, avec la menace que représente le T-1000, joué par Robert Patrick, qu'on n'arrive pas à détruire, quoi. C'est aussi ça tout l'enjeu du film, où il se liquéfie, puis il reprend sa forme, etc. Et donc tout le long, ça joue là-dessus. Et puis là, avec on conduit les gros camions, etc. Donc en fait, on introduit tout ce côté course-poursuite vraiment de la saga. Et puis, dans ces courses-poursuites, dans ces scènes d'action, ce qui est fou, et ça, je l'ai su en préparant un petit peu la rencontre d'aujourd'hui, ce que je ne savais pas, c'est que parallèlement à ces séances de culturisme, Schwarzenegger prenait des cours de danse pour adoucir... Schwarzenegger en claquette. Non, mais en fait, il est conscient que son corps est une sculpture, que son corps est son costume. Donc, il va en fait jouer aussi, et c'est ce qui va aussi différencier des autres culturistes ou des autres gros muscles, c'est qu'il a ce côté très doux dans ce rapport machine, gros balourd, un tas de muscles de 110 kilos face à cet enfant. Il va réussir à avoir une attitude, des démarches très douces et très fluides, quelque chose de moins balourd en fait que certains, comme C'est Rambo vrai. peut-être. C'est vrai. Et donc voilà, il va travailler son aura en fait. Thibaut. Bah écoute, effectivement, moi je trouve que Tu c'est abondes. encore aujourd'hui un des plus grands films d'action de tous les temps. Ce que je trouve fascinant, c'est que c'est l'exemple type de la suite surenchère, mais réussie. C'est-à-dire qu'on reprend exactement la même structure que le premier. Il y a les mêmes séquences clés de poursuite en voiture, de fusillade. Dans le premier, c'était dans un poste de police. Là, c'est dans un laboratoire. Et d'un final dans une usine. Enfin, on retrouve vraiment tous les mêmes passages clés. Et le triple final à la Cameron, qui était déjà aussi dans le premier. Absolument. Et le triple climax. Voilà, exactement. Et simplement, on gonfle tout et on arrive vraiment... on fait pas que se répéter aussi. Comme on l'a dit, on échange les rôles de Schwarzenegger. On leur oppose un ennemi augmenté. Et là, moi, la grande réussite de ce film aussi, et c'est ce qui pour moi condamne un petit peu toutes les suites qui suivent, c'est qu'on a l'ennemi ultime. Enfin, comment faire un Terminator plus fort après ça? Il a fait de métal liquide, il se faufile partout, il se dissimule, il se déguise en qui il veut. Il se recompose. Et avec ce personnage, on pose vraiment un personnage fascinant. Et donc, je pense qu'avec c'est pour ça que j'aurais été très curieux de voir ce que Cameron lui-même aurait fait s'il avait continué la saga, parce que je vois pas ce qu'on aurait pu faire après ce film-là qui aurait surpassé tout ça. Donc meilleur que le premier ou pas? Parce que Thomas disait le premier c'est le chef-d'œuvre de la saga, mais pour vous, Charlotte, Thibaut, meilleur que le premier, ce deuxième? C'est différent en tout cas, c'est un genre différent. Non, si je devais les hiérarchiser, le premier viendrait en tête de liste aussi. Après, je vois vraiment le premier et le deuxième comme une seule entité. Pour moi, c'est difficile de les... Il y a une cohérence totale entre les deux films, ouais. c'est clair. Donc, c'est difficile pour moi de les... Mais dans la mise en scène, j'aime beaucoup, c'est comme Rambo, j'aime beaucoup ces premiers films, ou comme Rocky, où on a des réalisateurs... Une force brute, quoi. Ouais, on a des forces brutes, et puis on va très peu de budget, ce qui pousse à la créativité. Bon là... Et donc... Ouais. Dans le premier. Premier film, pardon, excuse-moi. Dans le premier. Donc, j'aime beaucoup ces premiers films, en fait. Et Thibaut là-dessus. Oui, pareil. C'est anecdotique, mais... Oui, on a bien compris que tu cherches du soutien pour je cherche. que quelqu'un t'épaule en disant Voilà. le 2 est meilleur que le premier. Je pense que dans l'absolu... Ça fait plus boum boum. Le premier film... à la vista, moi j'adore. Si je peux en placer une. Mais oui, vas-y Thibaut. Le premier film a sans doute plus de mérite dans tout ce qu'il arrive à placer, que ce soit par rapport à son budget, ses moyens, et par rapport à d'où sort Cameron. Enfin voilà, il arrive à tout d'un coup poser, paf, un univers extrêmement cohérent, une aventure extrêmement efficace et tout ça. Le deuxième a déjà ces bases-là, mais il les exploite au maximum. Et voilà, effectivement, les deux sont des chefs-d'œuvre. Et il parvient quand même, après cette menace représentée par Schwarzenegger dans le premier film, à proposer un antagoniste tout à fait crédible aussi. C'est-à-dire que même si Robert Patrick, il n'est pas aussi imposant que Schwarzenegger, mais il court très vite. Sa carrure c'est ça. Sa carrure correspond tout à fait au type de menace, beaucoup plus fluide, insaisissable qu'elle T-1000.
Et je trouve que Robert Patrick est parfait dans le rôle. Excellent. Donc, on l'a dit, 102 millions de budget, film le plus cher de l'histoire à ce moment-là, et recettes énormes. Donc là, gros succès commercial, 520 millions de recettes à travers le monde, gros succès critique aussi. Avant de passer au 3e Terminator, parce que ça va commencer à se gâter, je vous préviens. Après le 2, comment faire mieux ? C'est pas possible. Et puis, ça va être la dégringolade jusqu'à la fin. La version 3D de 2017 de Terminator 2, est-ce que quelqu'un l'a vu et veut dire... Moi, j'ai vu mieux que ça. J'ai vu le premier Terminator, monsieur. Oui, alors déjà, j'ai surtout vu l'attraction au studio Universal de Los Angeles, Terminator 2 3D. Qui a été produite en 1996, je crois, et qui tenait vraiment à cœur pour Cameron. C'est-à-dire qu'il souhaitait vraiment concrétiser ce projet de film en 2D, déjà à l'époque, avec en plus l'intervention d'acteurs, c'est-à-dire que vous aviez des mecs qui sortaient, qui jouaient sur scène, le rôle du T-1000, etc. Donc c'est une attraction qui a duré plus de 10 ans, je crois, même plus de 20 ans au studio Universal, qui a fait un immense carton aussi, et qui a déjà, d'une certaine manière, exprimé le souhait de Cameron de faire quelque chose avec la 3D. C'est la première incursion, si je dis pas de conneries, de la 3D dans la cinématographie de Cameron. Mais donc oui, il y a cette attraction qui est maintenant fermée, qui n'est plus visible, mais qui a été pendant près de 20 ans visible dans les studios Universal, qui était aussi déjà assez impressionnante. Et je crois même que je sais plus si c'est le logo THX ou Dolby, mais qui a pendant un bon moment épousé la forme fluide du T-1000 aussi. Je sais plus quel est le logo d'effets spéciaux ou d'effets sonores qui est carrément. C'est Dolby. C'est Dolby, je crois, qui est carrément allé jusqu'à reproduire le visuel du T-1000, et on voit vraiment que dès Terminator 2, ou en tout cas déjà à partir de Terminator 2, le cinéma de James Cameron est devenu une sorte de repère technique. C'est ce qu'il a fait ensuite, dernièrement, le dernier en date, c'est Avatar, mais où il y a vraiment cette volonté de James Cameron de toujours aller un peu plus loin dans, que ce soit les formats du son, les formats visuels, la 2D, la 3D. Donc il y a cette technologie qui accompagne la filmographie de Cameron depuis longtemps. Et viendra donc ensuite le Terminator 3. Alors Cameron voulait faire une suite à Terminator 2, même peut-être des suites, mais finalement il sera écarté de cette franchise. Terminator 3, le soulèvement des machines, arrivera qu'en 2003. Il sera réalisé par Jonathan Mostow. Cameron donc n'y sera plus. Pourquoi ? Thibaut va nous l'expliquer mieux que moi, mais en gros il y a un gros problème avec les droits de la franchise qui vont passer de main en main. Il y a une société, Carolco Pictures, qui va faire faillite, qui était détentrice des droits de Terminator, ce qui va remettre en question toute la production de cette franchise et donc des suites qui étaient en projet. Absolument. En fait, la Carolco, qui est gérée par les fameux Andrew Vajna et Mario Kassar, elle rachète les droits de Terminator après le premier pour faire le deuxième. C'est pour ça que le deuxième arrive aussi longtemps après, parce que déjà là, les droits, c'était une affaire compliquée. Et elle fait faillite quelques années après Terminator 2, cette société Carolco, à cause du Pirate de Polanski, sauf erreur, qui est un énorme four. Et du coup, ils perdent les droits. Alors, Cameron essaye de relancer le projet d'un Terminator 3 de son côté avec la Fox, mais comme il se frite avec la Fox sur Titanic, ça ne se passe pas non plus comme prévu. Finalement, Mario Kassar et Andrew Vajna reviennent dans le coup et rachètent les droits à travers une nouvelle société, parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire. Et donc, ils lancent ce Terminator 3 qui arrive finalement en 2003 sur les écrans. Et alors, tenez-vous, parce Cameron. Que j'allais dire les problèmes de production, de droits, etc. Ça, c'est vraiment à chaque film. Ah là, c'est que le début, ouais. Donc, c'est parti. Donc, Terminator 3 en 2003. Terminator 3, on y arrive en 2003, donc sans Cameron qui n'est plus du tout impliqué dans le projet. Rien du tout, non. Et en fait, il ne va plus l'être jusqu'au récent Terminator Dark Fate, impliqué dans ces projets, Cameron. Et donc, on arrive avec un film qui reprend la suite du deuxième une petite décennie après. Donc, à la fin de Terminator 2, Sarah Connor et John Connor sont censés avoir annulé l'apocalypse, puisqu'ils ont réussi à stopper la création de Skynet. Et donc, on retrouve un John Connor... fin vingtaine, début trentaine, qui n'a plus sa mère avec lui, puisqu'elle est morte quelques années plus tôt d'une leucémie.
Oui, c'est Et ça, donc, il est... la grosse étape. Voilà, la grosse étape, c'est qu'on se débarrasse du personnage de Sarah Connor. Pour incarner John Connor, on ne reprend pas Edward Furlong comme dans T2, puisque Edward Furlong a connu quelques années un petit peu compliquées avec la drogue et avec quelques procès. Ouais. Donc on va chercher Nick Stoll, qui n'a pas exactement la carrure d'un John Connor, mais ça, c'est un autre problème. Oui. Et donc on retrouve ce héros de la résistance qui en fait est un loser, quoi. Il est complètement à la dérive, il est constamment dans la crainte que l'apocalypse se déclenche quand même, il est drogué, alcoolique, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est Edward Furlong finalement. Il se trouve que finalement, la menace n'a peut-être pas été anéantie complètement, puisque arrive du futur une Terminatrix, puisque ce coup-ci, la menace est un Terminator aux atours féminins. Et c'est une des idées intéressantes du film, puisqu'on remplace Schwarzi par Kristanna Loken, qui est une mannequin de 24 ans et qui en est à peu près à son premier film à l'époque. Donc là, pourquoi pas, au moins ça tranche de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et Schwarzenegger revient à nouveau sous les traits d'un Terminator gentil, le T-800, qui est à nouveau envoyé pour protéger John Connor, ainsi que sa future femme, Catherine Brewster, qui est une ancienne camarade de classe de John Connor et qui va retrouver un peu par hasard, et ils vont être les deux embarqués dans cette fuite pour sauver le futur, puisque Skynet est quand même sur le point d'être créé et d'être lancé par le père de Catherine Brewster. Alors tu disais bonne idée effectivement d'avoir ça changeait d'avoir ce robot femme en fait. Le problème c'est que finalement ce TX il est très similaire en termes de menaces, en termes de pouvoir, très similaire au T-1000 en fait. Donc là on sent qu'ils ont du mal, comme on le disait, à trouver encore plus ultime comme c'est ça en fait, il y a même un retour arrière par rapport à ça, parce que c'est un Terminator qui a quand même un squelette robotique, qui a des contours fluides, mais du coup il est plus aussi abouti que l'était le T-1000. On lui rajoute quelques fonctionnalités, comme le fait qu'elle peut contrôler les appareils à distance, et notamment lors d'une scène, elle contrôle Schwarzenegger, elle le force à essayer de tuer John Connor, mais finalement c'est pas très bien exploité, et c'est comme beaucoup d'idées dans le film qui sont bonnes sur le papier mais qui sont pas très bien exploitées. Le fait que ce soit une femme aussi, c'est intéressant de confronter Schwarzenegger à une jeune mannequin de 24 ans. L'idée plus forte que lui, est sympa, c'est ça. Sauf que en fait, qu'est-ce qu'on fait du fait que c'est une femme ? Principalement des blagues en fait. C'est-à-dire que quand elle arrive dans le passé, elle se matérialise dans une vitrine autour de vêtements de mannequins féminins. Elle voit une affiche Victoria's Secret qui vend des soutiens-gorge, donc elle se dit c'est ça la séduction, donc elle fait gonfler ses seins, et puis ça pourrait être intéressant sur le papier, mais ça n'a aucune importance parce que finalement elle va toujours constamment user de la force, donc il y a même pas eu un jeu sur le fait que c'est une femme et qu'elle utilise cet aspect-là, et c'est ça à peu près pour toutes les bonnes idées du film. Malheureusement, aussi l'idée que John Connor refuse finalement son destin, parce qu'il est, on l'a dit, il est complètement à l'ouest, à la dérive, et il a perdu sa mère. Il se cache surtout. Il se cache, c'est ça. Plus que l'apocalypse, il a surtout peur qu'on le trouve. Mais même après, quand le T-800 débarque et lui dit tu dois survivre, tu dois être le leader de la résistance, il dit non, moi je veux pas de ça. C'est une des choses quand même intéressantes. Il est à la dérive, mais c'est surtout qu'il se cache. Volontairement, il adopte le vagabondage. Absolument. Mais bon, on sent qu'il n'y a plus Cameron à la barre quand même en termes de tenue du film, du scénario, etc. On sent qu'on a vraiment descendu d'un sacré cran au niveau de la qualité de ce film-là. On est dans un pur film de production d'action des années 2000 en fait, qui justement essaie de faire suite à une franchise à succès. C'est ça, et qui va largement pas au bout de ses possibilités, mais je tiens quand même à le souligner, qui reste de très bonne facture, parce que Jonathan Mostow n'est pas Cameron, mais ça reste un faiseur assez efficace. Il y a des scènes d'action assez sympas, notamment une poursuite où la Terminatrix conduit un camion avec un treuil, il défonce tout sur son passage. C'est bien, ça, il y a un aspect intéressant et qui est en même temps un peu la limite du film, c'est qu'il y a tout d'un coup un aspect plus parodique dans ce Terminator 3. Ce qui est intéressant quand, par exemple, on fait un peu du slapstick avec les Terminators et on les fait valdinguer à droite à gauche, c'est un peu plus dommageable quand on transforme Schwarzenegger en clown et qu'on lui fait dire parle à ma main dans un supermarché. Mais au-delà de ça, on arrive au moins à clôturer le film sur un final plutôt osé, malgré cet aspect parodique, puisque l'apocalypse a bien lieu.
Et donc, John Connor finit finalement par accepter son rôle. Et tout d'un coup, on a un truc assez désenchanté, assez noir. Malgré tout, vu ce final apocalyptique, on regrette que l'entier du film ne soit pas à la hauteur un peu du recyclage, d'un troisième volet. Du recyclage de basse qualité. C'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, sur la qualité de ce film. C'est vraiment ce compte à rebours où on sent qu'il y a un côté inévitable à cet apocalypse, que ça va avoir lieu, qu'on y va, quoi, et qu'on va mettre les pieds dedans. Il y a cette fatalité vraiment qui habite le film, qui pour moi est la qualité première, malgré tout le reste dont on vient de parler. J'ai l'impression d'être un petit peu l'historienne des USA à cette table, mais on est. Tu vas revenir au premier épisode ? Non, non, mais c'est pour dire qu'on est maintenant en 2003. 2009, non 2003. Ah 2003, non, le troisième, pardon. 2003, et on est post-11 septembre, tout simplement. Et donc, on n'a plus la même... on est conscient que le danger peut vraiment atteindre le sol américain. Et donc, ce rapport à la fatalité vient de là aussi. C'est accepter que le destin doit avoir lieu. Donc, comment faire face à cette menace ? Et c'est assez intéressant quand on constate le nombre de films qui s'est inspiré aussi de des attentats du 11 septembre, dans l'esthétique même du film, de la fumée, de l'explosion, de la destruction. Moi, j'ai vraiment vu cette fin de ce Terminator 3 avec ce prisme-là. Complètement, ouais. Tout le reste, pour moi, c'est un espèce de réchauffé du deuxième, C'est ça. avec un peu la même trame de narration. Ouais, le même ton aussi. Voilà. Par contre, la fin, on a cette fatalité, il n'y a plus d'espoir, l'apocalypse doit avoir lieu, donc acceptons-la. Et puis, vraiment, pour moi, dans cette idée post-11 septembre. Thomas, on ne t'a pas entendu sur ce Terminator 3. Tu vas te dire comme nous, j'imagine, que après, parce qu'à l'époque, il faut le dire, le film a été quand même assez mal reçu. Il y a eu vraiment une grosse déception critique, publique, même si le film a marché commercialement. La réception n'a pas été aussi mauvaise que les suites qui viennent après. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à cette époque-là, il y avait une petite déception, etc. Mais au vu des suites qui ont suivi par après, on réévalue un petit peu ce Terminator 3 et finalement c'était pas si clairement, mal. c'est selon moi la meilleure suite de toutes celles qui auront été produites après. Vous l'avez dit, Mosto est un très bon faiseur. La mise en scène, alors elle n'est pas virtuose comme chez Cameron, mais elle est lisible, elle est limpide. La scène avec le treuil, ça reprend le motif de la course-poursuite avec un gros camion, mais ça y ajoute quand même quelque chose. Et puis, alors moi là, je serais un peu plus sévère quand même sur le ton presque parodique qui est adopté par le film, presque d'emblée déjà, parce que là où arrive le T-800, c'est dans une boîte de nuit où il y a des Chippendales qui se donnent en spectacle devant des femmes. Et du coup, vous avez Schwarzenegger, le Terminator, qui arrive vers le mec qui danse, qui commence son striptease et qui lui dit « Donne-moi tes habits », comme il l'a dit déjà à deux reprises auparavant. Et le mec lui dit « Attends, sois patient, calme-toi, calme tes ardeurs ». Et finalement, il lui prend donc ses blousons, son pantalon en cuir, sa veste en cuir. Et au moment où il va mettre, geste aussi emblématique du Terminator, ses lunettes de soleil, c'est des lunettes roses en forme d'étoile, des lunettes de Chippendale. Bon, le Terminator apparemment a quand même le sens de la classe parce qu'il les enlève tout de suite et il les écrase. Mais on comprend en fait par ce geste qu'il y a déjà une approche un peu méta prout-prout par rapport à ce que représente le personnage, et on fait des blagues sur les topoi du personnage. Et ça, moi, ça me dérange un peu. Mais l'avantage, c'est que moi, je trouve qu'il est vraiment à l'extrême limite. Voilà, il tombe juste pas du mauvais côté. C'est que c'est jamais cynique ou méprisant. C'est pas du on Tim Miller, s'amuse avec, c'est un peu maladroit. Mais c'est pas du Deadpool. C'est ça, c'est pas dommageable en soi. Mais par contre, alors je vous rejoins complètement et je serai encore plus élogieux que vous sur ce ton désespéré, complètement déprimé, complètement pessimiste et nihiliste qu'adopte le film plus il avance. Et on a ce final qui est vraiment extrêmement sombre, extrêmement déprimant, enfermé dans un bunker. Les deux, quoi. Et là, c'est osé. Et effectivement, ça s'explique. Je pense qu'une fin comme ça était inenvisageable avant les attentats du 11 septembre. Mais là, ça résonne. La guerre en Irak qui est déclarée en 2003. C'est un climat en Amérique qui est pas vers l'espoir. Qui est hyper anxiogène. Et moi, je trouve que c'est une
une fin qui renoue avec, justement, on parlait avec le premier épisode de cette SF sombre, de cette SF noire. On a vraiment ici un retour, tout en étant original, en reprenant pas, en répétant pas la formule du premier, mais on renoue quand même avec un ton extrêmement désespéré, et je trouve ce final vraiment réussi. Et donc on arrive vers cet apocalypse tant attendu que le film nous fait languir petit à petit. On se dit, est-ce qu'on va enfin le voir, ce jugement dernier? Est-ce que finalement cet affrontement entre les hommes et les machines va avoir lieu? Eh bien, ce Terminator 3 est un carton aussi, on peut le dire, même un peu moins que le deuxième, il est vrai, alors qu'il a un budget plus élevé. C'est le dernier épisode qui est vraiment porté par Schwarzenegger. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est vraiment impliqué dans la promotion, il a un rôle extrêmement important dans le film, et par la suite, il va peu à peu disparaître. Et c'est aussi le dernier opus avec Stan Winston, je vais y arriver, aux effets spéciaux, qui a conçu le Terminator, et donc là aussi, ça marque un peu la fin d'une ère avec ce troisième. C'est ça, et on pouvait se dire, au vu du succès, quasiment 190 millions de budget, ce qui est énorme pour l'époque, même si au début des années 2000, les budgets flambent comme ça. Recette de 430 millions, on a dit critique assez mitigée, mais donc on attend cette suite qui doit avoir lieu, ce fameux soulèvement des machines que nous promettait le film. Et là, il faudra attendre jusqu'à 2009 pour voir enfin une suite. Encore un nouveau réalisateur. Il faut attendre 6 ans alors qu'on avait attendu 7 ans entre le 1 et le 2, donc ça va. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais moi, je suis d'accord d'attendre quand on me propose Terminator 2, tu vois. On est d'accord. Et puis Terminator 2 1991, après le 3, ce sera 2003. On est d'accord. Mais n'empêche qu'à cette époque-là, mon cher Thomas, c'est à cause des impatients comme toi qu'on nous propose des merdes, en fait. Oui, moi je veux mon Terminator. Ça fait 5 ans que j'ai plus eu mon Terminator. Donnez-moi mes boum boum. Non mais n'importe quoi. Ce que je dis, Thomas, et du coup, t'as des exécutifs qui te proposent de la merde. Non, ce que je dis, c'est qu'à l'époque, justement, les suites se faisaient un petit peu à la chaîne. Et donc, on produisait au début des années 2000 les suites de manière... Allen, ça. Les suites, donc, de manière très rapprochée. Et maintenant, je te laisse la parole, Thomas. Encore un souci de droit, etc., qui feront que ce projet Terminator Renaissance, qui est donc le 4e, va mettre du temps à aboutir et à renaître. Donc. Oui, le problème, c'est que Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie. Et donc, du coup, le monsieur est tout de suite moins disponible. Et effectivement, il y a eu des énormes problèmes à nouveau de droit. Je crois que Vajna et puis Kassar ont dû vendre les droits finalement pour cette suite, qui a été donnée aux mains de McGee, le réalisateur de Charlie et ses drôles de dames. Et l'idée était cette fois de lancer une nouvelle trilogie. Quelque chose qu'on va entendre à plusieurs... Non, pas encore. C'est la première fois. La première fois parce qu'on nous dit vraiment, là, si Terminator Salvation est un succès, vous allez en avoir 2. Toi, les Alexandre Caporal impatients qui veulent leur suite dans la foulée. Hein, parce que les films de merde, c'est comme le McDo. C'est bon sur le moment, mais ça nourrit pas longtemps. Bon, donc on y retourne le lendemain. Très bien. Donc, c'est beau ça. On se dit, voilà, ça va être une nouvelle trilogie. Donc allez voir Terminator Salvation si vous voulez votre lot de Terminator dans les années à venir. Donc McGee prend le projet. Il y a plusieurs scénaristes qui sont impliqués, mais c'est notamment le frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, qui va beaucoup travailler sur le script. Et l'idée, là, est cette fois de nous présenter la guerre des hommes contre les machines, avec cette idée que je trouve sur le papier assez intéressante d'un John Connor qui est pris comme un prophète par toute une part de l'humanité et comme un fou illuminé par une autre part, par l'autre partie de l'humanité. Et donc on a cette idée-là de mettre vraiment, cette fois, John Connor au centre du film et de mettre enfin devant nos yeux cette guerre tant fantasmée entre les hommes et les machines. Le problème, c'est qu'il fallait quelqu'un avec les épaules assez solides pour jouer John Connor. Ah, pardon. Oui. Et en termes de réalisation aussi, mais je trouve qu'on y reviendra, mais en termes de réalisation, c'est peut-être le film le plus soigné de tous ceux qui ont suivi ceux de James Cameron. Tout à fait. Et donc, McGee se dit, on va trouver un gros nom pour porter le film, et il se tourne vers ce cher Christian Bale, qui, dans un premier temps, n'est pas du tout intéressé par le projet. En tout cas, il dit, non, moi, il me faut un vrai personnage. Si vous voulez que je vienne dans votre film, il faut m'écrire un personnage avec un peu de relief, avec un peu de substance. Du coup, on retravaille le script, et c'est là, notamment,
que Nolan, le frère de Nolan, intervient, parce que Christian Bale, proche de la famille Nolan, etc., après les films Batman de Christopher Nolan. Et on étoffe un peu ce personnage de Christian Bale, on lui donne un côté plus lyrique, plus littéraire, presque shakespearien. Parce qu'il devait être carrément au second plan, hein. Voilà, c'est ça qui plaisait pas à Christian Bale. Non seulement il devait être au second plan, mais en plus, voilà, il n'y avait pas la profondeur que Christian Bale attendait. Donc on retravaille ce personnage et finalement Christian Bale accepte le rôle et on a ce film un peu bizarre où je trouve qu'il y a, comme je le disais, des très bonnes idées de mise en scène. Enfin, McGee est quelqu'un l'univers qui est posé alors, plutôt pas mal. Hein. L'univers qui est posé est pas mal, même s'il doit beaucoup à Transformers quand même visuellement. Non, là pour le coup, je trouve ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il tranche avec les images du futur qu'on voyait chez Cameron. C'est que c'est pas du futur de nuit avec des rayons laser. Là, on est plus du côté d'un Mad Max, je trouve. C'est ça. D'un Mad Max avec des robots protéiformes et multiples. Il y a des motos, il y a des espèces de serpents, et c'est pour ça que j'évoquais Transformers. Dans l'idée de Transformers, c'est-à-dire qu'on va exploiter beaucoup de formes de robots différentes. Mais c'est vrai que contrairement aux 3 qui recyclaient en fait complètement le on 2, propose quelque chose de nouveau. Voilà, là c'est tranché, on propose quelque chose, Exit Schwarzy, et puis on propose quelque chose de nouveau. De nouveau, alors c'est marrant que tu parles de Transformers et que tu trouvais la mise en scène bizarre, enfin quelque chose t'a interpellé. Moi c'est un peu pareil, mais j'y ai vu en fait une sorte d'esthétique du jeu vidéo type survival horror, le genre, avec un univers où il y a des monstres. Le début, c'est tout à fait ça. Hein. C'est de plonger dans le trou de John Connor en rappel, après dans l'eau, avec des robots qui peuvent nous menacer sans qu'on les voie. On est dans le survival horror. C'est ça. Et puis, j'ai l'impression que le film est construit sur ce mode-là, avec différents niveaux, différentes étapes, à franchir. Tu vois, le champ de mine, la course-poursuite en moto, la traversée de la rivière. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis, où on est dans ce monde-là auquel on doit faire face, puis on n'a pas d'autre choix, et puis l'histoire tourne autour de ça. Donc moi j'ai tout de suite vu le jeu vidéo là-dedans. Quoi. Et on est dans une esthétique qui ressemble un peu aussi à Edge of Tomorrow ou des films qui sont sortis à peu près dans ces années-là, un peu après, mais on est dans cette SF un peu plus crasseuse aussi, rouillée avec des métaux rouillés, des survivants qui sont dans la dèche. Et effectivement, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire que ce que les visions des films de Cameron nous laissaient entrevoir dans un premier temps. Mais ce qui était aussi à l'époque... Ici, je trouve bien aussi, parce que ça rejoint l'idée esthétique de Cameron, c'était de ne pas créer cet univers hyper dichotomique du bien et du mal, entre très sombre pour les méchants, très blanc pour les héros. On a tout de suite un univers qui est propre à Terminator, là qui est réinventé, mais qui fonctionne. Et d'ailleurs, cette absence de manichéisme, elle est représentée par un des enjeux centraux du film, qui est le personnage de Sam Worthington, qui est un hybride, en fait, un humain... augmenté. Qui est pas vraiment augmenté au sens où on a greffé son cœur d'humain dans une machine. C'est un condamné à mort qui a été transformé en Terminator en fait. C'est ça. Et n'est-il pas le premier gros problème de ce film-là, Sam Worthington et son personnage justement, qui marque en fait, je pense, le gros défaut du film. Principalement, c'est les défauts d'écriture qui font que ce sera, je pense, une réussite assez mitigée en tout cas au niveau. C'est pas du tout un film qui est marquant. Hein. Moi, je l'avais oublié après l'avoir vu en salle. Et pour l'avoir revu ces derniers jours, en fait, je comprends tout à fait pourquoi je l'ai oublié, parce que c'est un film qui lance beaucoup de pistes qui sont intéressantes, qui visuellement est soigné, qui visuellement est tenu, qui a un casting qui n'est pas inintéressant, mais qui s'embourbe assez rapidement, qui ne sait plus vraiment quoi faire de cette proposition de personnages hybrides. Et on sent là qu'il y a eu beaucoup de remaniement du scénario. Énormément de réécriture sur ce film. Il y a beaucoup eu de réécriture. À la base, John Connor devait mourir et c'est le personnage de Sam Worthington qui devait épouser le corps de John Connor. Ce qui aurait été assez ambitieux. Ce qui aurait été intéressant. Et là, au final, on a un peu un entre-deux. On a un film qui commence aussi sur un ton beaucoup plus intimiste et qui s'embourbe dans une débauche d'action à la fin, dans une deuxième moitié qui est beaucoup moins convaincante et qui est beaucoup plus traditionnelle, parce qu'on a une ouverture quasiment muette, avec cette plongée dans l'obscurité, un long plan séquence aussi, où on sent l'hommage à Apocalypse Now, avec les hélicoptères qui se posent, etc. Donc on sent qu'il y a une ambition. Maintenant, moi, dépasse un peu avec le script qu'il a dans les mains. Avec un script qui est bordélique, avec des personnages qui ne fonctionnent pas, comme le personnage d'Helena Bonham Carter qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui
qui n'est pas bon, quoi, qui n'est pas bien écrit. Et puis il y a un autre problème, alors c'est rare que je dise ça, mais je trouve Christian Bale pas très bon dans le film. Je trouve qu'il en fait des caisses, je trouve qu'il adopte, on sent vraiment qu'il est dans sa période Batman, qu'il adopte une grosse voix, ce qui enlève un peu de subtilité au personnage de Connor. Et puis, il prononce ses répliques censées être un peu philosophiques avec un sérieux vraiment assommant. Et au bout d'un moment, ça frise le ridicule. Quand on voit les banalités qu'il prononce et le sérieux avec lesquels il les prononce, ça prête presque à sourire. Et il y a tout ce côté un peu exagéré aussi, c'est-à-dire il est là dans son avion, puis il dit aux militaires qui l'accompagnent, il faut qu'on retourne au QG, je vais aller au QG. Alors les militaires refusent, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute de l'avion, il tombe dans l'eau, il rejoint un sous-marin à la nage. Enfin, il y a un côté comme ça un peu démesuré auquel j'adhère pas du tout dans le film. Mais quand même, autre qualité de ce film-là, dans la proposition en tout cas, c'est que John Connor doit sauver son père, en fait, son futur père. Dans ce film, Kyle Reese, il doit sauver Kyle Reese, Kyle Reese, à ce moment-là de l'apocalypse, est encore un adolescent, en fait. Et donc, il y a ce côté-là qui est plutôt intéressant sur le papier. Mais ça aussi, c'est un des gros échecs du film. En fait, je crois que le gros problème de ce scénario, c'est que pour un volet qui était censé en tout cas amorcer une nouvelle trilogie, il essaye de raconter beaucoup trop de choses à la fois. Le personnage de Sam Worthington, je trouve qu'il aurait été parfait pour un deuxième volet. Mais là, ne serait-ce que la rencontre justement entre John Connor et son père Kyle Reese, qui est un enjeu émotionnel assez fort, elle aurait pu constituer à elle seule l'enjeu principal du film. Là, il est bazardé à la fin. Là, on a cette dualité humain-machine qu'on a déjà vu justement dans la science-fiction des années 80 et qui revient encore ici et de manière un peu lourdingue et appuyée en plus avec Sam Worthington qui est quand même une endive. Donc mais je trouve qu'il correspond bien au rôle. Ah bon ? On verra pire endive dans les suites. Oui, ok. Il y a beaucoup d'endives aujourd'hui. Non, mais je le trouve pas si mauvais dans le film, au contraire. Je le trouve assez sur la réserve, monolithique aussi, emprunté dans son corps. Que ce soit volontaire ou pas, mais on sent qu'il y a un décalage entre son intériorité et son expression corporelle. Et là, par contre, c'était justement Cameron qui avait suggéré à McG de l'engager parce qu'il l'avait pour Avatar. Tout à fait. C'est une de ses contributions. Et qui feront donc que ce Terminator 4 sera un peu mi-figue, mi-raisin. Un dernier mot, quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce Terminator 4 ? On peut un petit contexte historique, Charlotte. On est en 2015. Alors en 2015, attendez. Alors attends, avant d'aller en 2015, justement, donc celui-ci. Ah non, on n'est pas encore en 2015, on est en 2009. On est en 2009. Attends, il est supposé. Ce Terminator Renaissance est censé donc marquer le début d'une nouvelle trilogie. Ce ne sera pas le cas parce qu'avec son budget de 200 millions, il n'en remportera que 370, donc ce qui est encore moins que... Donc on a fait des gringolades en termes de succès. Après le 2, le 3 un peu moins bien. Là, le 4, on est d'accord, hein, c'est du pinaillage puisque ça reste quand même assez lucratif comme franchise jusque-là. C'est le film aussi qui vaudra le célèbre pétage de plomb de Christian Bale sur le tournage. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo qui avait circulé sur les internets, dans laquelle on entendait Christian Bale qui pétait un plomb et qui insultait le chef-op d'un film parce qu'il était passé dans le champ pendant une prise pour régler une lumière. Et il y avait un pétage de plomb de Christian Bale de presque 10 minutes où il lui dit que c'est un imbécile, qu'il n'a pas compris son métier, qu'il faut laisser les professionnels travailler, et c'était sur Terminator Salvation. Eh bien voilà. Ce qui a rendu Christian Bale un peu mépopulaire pendant quelques mois. Merci Thomas Gerber pour avoir éclairé. Allez écouter le coup de gueule de Christian. Voilà le conseil du jour. On passe donc en 2015 avec cette fois-ci non pas une suite mais un reboot. Terminator Genesis est censé oublier toutes les suites et puis reprendre au tout début pour faire un nouveau Terminator avec cette fois-ci le retour de Schwarzenegger qui reprend son rôle de T-800. Alors à la jeunesse de ce projet Terminator Genesis, encore un problème de droit puisque la Halcyon Company qui était détentrice des droits, elle fait faillite. Du coup, pas de suite à Terminator 4 comme prévu. La franchise est rachetée par Skydance. Ils décident donc de faire revenir Schwartzy, comme je l'ai dit, de faire ce reboot qui sera confié à Alan Taylor, dont on a vu et admiré les talents dans Thor, le monde des ténèbres. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, exactement. Et donc là, ce Terminator Genesis, le reboot, ça vaut quoi, Charlotte ? Alors, j'avais pas grand-chose à dire sur le 4e, je dois dire. Il m'a fait un peu, pas ni chaud ni froid, mais je vous rejoins quoi, sur les personnages. C'est correct, mais assez oubliable. Voilà. Le reboot, enfin, ce Genesis... Cet enfer. Je dirais que
les premiers sont pas forcément à oublier, ça se greffe sur le 1 et le 2 quand même. Tu veux dire les premières suites, tu veux dire? Oui, enfin le Genesis se greffe sur le 1 et le 2 parce qu'on retrouve John Connor qui est arrivé au cœur de Skynet et qui donc du coup doit envoyer Kyle Reese dans le passé. On s'attend en tant que connaisseur de la franchise à avoir des images déjà connues ou de retomber dans l'univers de 1980 qu'on connaît avec Schwarzenegger, etc. Et c'est pas le cas parce qu'il y a un nœud temporel qui empêche le passé de se produire comme il s'était déjà déroulé en 1980. Donc, on arrive dans le passé avec Schwarzenegger, qui vient pour les mêmes raisons que dans les années 80, et Kyle Reese qui est envoyé à cette époque pour sauver Sarah Connor. Mais quand il arrive en 1984, en fait, dû à un nœud temporel qui s'est passé juste au moment de son départ, le passé a été modifié, et donc quand il arrive en 1984, Sarah Connor est en fait complètement détentrice de tout ce qui s'est passé. Elle est connaisseuse de l'ancien passé parce qu'elle vit avec un T-800 qui est venu la voir petite. Ouais. Donc Schwartzy. Et donc elle sait ce qui va se produire, que Kyle Reese est censé être son futur mari. Donc elle est au courant du passé du futur qu'il aurait dû se produire. Ouais. Et elle est prête à accueillir le Terminator. C'est très bien résumé, Charlotte, vraiment. Mais on entend à quel point ce scénario est un bordel sans nom, quoi. Et à quel point il se complique la tâche pour rien du tout. Ça devient compliqué pour essayer de trouver les raisons, qui a envoyé le T-800 vers Sarah Connor quand elle était enfant, pourquoi, enfin il y a là on se perd un peu dans ces retours en arrière, et donc finalement ils vont découvrir que la clé de résolution se trouve en fait en 2017, donc ils vont avancer dans le temps et en 2017 je l'ai revu avant-hier mais en gros. Tu veux passer le relais, Thibaut. Et donc du coup et en 2017, courage, t'y es presque. Ouais, c'est ça. Hein. Ils vont aller arrêter la personne, je sais plus la personne, non, aide-moi Thibaut. Je sais plus. Alors, en gros, je l'ai revu la semaine dernière, tu vois, mais je sais même plus. Et puis non, mais ils vont devoir. Skynet n'existe plus, mais on l'a remplacé par Genesis, c'est-à-dire que cette entité qui incarnait la peur atomique devient en fait une application Apple. Donc mais c'est formidable. Ça a été défini comme étant non, c'est Apple. pas une application. Non, mais en gros, c'est vraiment une application. C'est ça, qui en fait est connectée à tout le monde. Mais c'est là, en fait, au début d'émission, je disais l'arme nucléaire va transformer, l'identité de l'arme va se transformer. Et dans Genesis, clairement, on n'est plus dans une. Enfin, avant, c'était les bombes. Les bombes sont un danger. Finalement, c'est pas forcément la bombe, mais c'est la personne qui va créer la bombe ou qui va créer le programme. Maintenant, on est dans la numérisation de l'arme qui va s'introduire dans l'intimité des gens via les tablettes, les smartphones. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus Big Brother qui a infiltré l'intimité des gens. Et ils vont dans ce nouveau présent rencontrer le jeune Kyle Reese pour que lui fasse passer un message au futur Kyle Reese qui doit pour lui transmettre que en fait Genesis est la clé pour détruire Skynet. Oui. Donc Genesis, cette application que tout le monde a en permanence sur son téléphone et dont ils attendent le déclenchement, enfin le jour J pour l'utiliser. Et là, en 2017, ils découvrent qui ou quoi que John Connor. On va pas raconter tout le film. Bah si, allons-y. Est-ce bien nécessaire ? Non mais quand même, ça c'est pour dire à quel point c'est une crétinerie sans nom, quoi. Enfin, ah oui, et puis c'est vrai, on a oublié ça. C'est John Connor. En fait, au moment où Kyle Reese est envoyé dans le passé, le nœud temporel se produit parce que le Skynet personnifié, donc Skynet devient une personne, s'en prend à John Connor et le transforme par le toucher. En méchant et en Terminator, qui sera Quelle lui belle aussi idée. envoyé en 2017 pour stopper Sarah Connor et Kyle Reese et afin d'empêcher la destruction de Genesis. Il y a Thomas qui se frotte les yeux et la tête, il commence à avoir une il y a différentes choses qui me dérangent dans ce film-là. Attends, sans déconner. Non mais ça déjà c'est pas possible, quoi. Voilà, enfin, je veux dire, moi j'avais oublié le film. Je l'ai vu quand il est sorti et j'ai instantanément oublié et je comprends vraiment pourquoi.
Quand j'entends le récit, le résumé là, mais je me souviens, j'ai des images qui me reviennent, j'ai des flashs. Tu te dis, un peu comme les flashs dans Terminator 1 ou Terminator 2, tu vois. Mais c'est. D'ailleurs, on n'a pas parlé des flashs dans Terminator 1 et 2, mais ça aussi, les séquences de rêve sont géniales. Hyper terrifiantes, quoi. Ouais, elles sont géniales. Alors que là, c'est un des pires. C'est un des pires films que j'ai jamais vu, je crois. Sincèrement, mais il y a rien qui fonctionne. Quand on parlait d'éviter de toucher à une minorité, de stigmatiser, mais on est clairement là-dedans. On va même instaurer, c'est ce que je disais hors micro aussi, mais on va instaurer le happy end dans cette franchise. On était voilà, je suis désolée, mais en même temps, tout le monde a vu les Terminator. Allez. Mais vas-y. Je veux dire, à la fin du Terminator, on a la mort soit du Terminator, soit la mort de quelqu'un, voilà, de proche. Ça se termine à chaque fois un sacrifice, sur un sacrifice. Là, le Terminator fond, mais on ne sait pas comment, il renaît de ces mouvements aimantés liquides pour être mis à jour, avec devenir Terminator en acier liquide. Là, c'est n'importe quoi. Puis au-delà de ça, alors bien sûr, vous me dites dans le 4e, ils ont stoppé, etc. Et puis ils auraient pu quand même poursuivre sur ce personnage de John Connor. Je veux dire, il était amoureux de cette fille dans le 3e, je crois, c'est dans le 3e. Ensuite, elle tombe enceinte dans le 5e. Je veux dire, là, il redevient dans le 4e, pardon. Et dans le 5e, il est sans attache, sans rien. Il est juste là avec son armée. La photo qu'il donne à Sarah Connor, qui dans le premier est brûlée, elle est de nouveau intacte dans ce 5e. Ouais. Il y a trop d'illogique. Enfin, je dirais. C'est parce qu'on revisite tout. Et ouais, c'est ça. Tu disais qu'il y avait pas de. C'est ça. Tu disais qu'il y avait pas de sacrifice à la fin, mais si, il y en a un. C'est la franchise qu'on sacrifie parce entière, que le principe de la relecture temporelle et on va aller rejouer les premiers, tout ça, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant si on avait utilisé ça à la Retour vers le futur 2 où on réinvente vraiment les premiers films. Là, on revient dans le temps. Pourquoi ? Pour flinguer le Terminator du premier film en 2 secondes, pour ramener le T-1000, ça n'a aucun sens, mais on le ramène pour le flinguer en 4 secondes peut-être. Et ensuite, on flingue aussi John Connor au passage, parce que finalement, ce héros emblématique de la franchise, on en a rien à foutre, on va le transformer en Terminator. Et lui, par contre, il meurt à la fin du film. Donc on arrive à la fin du film où on a tout pété un du gros premier film. Quoi, et je serais très curieux, là aussi j'aurais été très curieux de voir ce qu'ils auraient fait par la suite, parce qu'après ce film-là, on remplace quand même Linda Hamilton et Michael Biehn par qui ? Emilia Clarke et Jai Courtney, le tueur de franchise. Jai Courtney. Qui joue une magnifique famille recomposée à la Amour, gloire et beauté du futur. Quoi, tu ne lui as pas dit que tu étais mon père ? Oui, et puis avec des sorties mielleuses. L'enfer. C'est horrible. C'est horrible, et puis même comment dire, au niveau de la mise en scène aussi, ça devient complètement illisible au bout d'un moment, et puis absolument débile. Je me souviens mais vraiment d'une bataille d'hélicoptères, mais sans nom, quoi. Tu t'en peux plus au bout d'un moment. Tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir produit une catastrophe industrielle pareille ? Parce que là, ça y est, on est typiquement dans un film de gros studio où on a mis le budget, on a mis un yes man derrière, et puis on se dit, allez, on exploite la franchise. Il y a Schwarzenegger pour les fans, il y a Emilia Clarke parce qu'elle cartonne en ce moment à la télévision, mais qui elle aussi est une immense endive, quoi. Donc c'est un... Alors, ce qui est très drôle, c'est que sur le tournage, apparemment, c'est Emilia Clarke qui a déclaré ça après le film. Elle a dit heureusement que le film a été un échec, puisque il faut le dire, c'est-à-dire qu'avec un budget de 155 millions, ça paraît bizarre, mais il en rapporte 440 millions dans le monde. On peut dire, ouais, gros succès, oui, mais ça, c'est grâce à la Chine. Parce qu'aux États-Unis, le film est un échec commercial, et donc là, ça y est, les studios, vu que c'est un échec sur leur propre sol, ils se disent, merde, il faut débrancher la prise, on va pas faire nos suites et faire la trilogie qui était prévue. Ils voulaient faire une nouvelle trilogie, reboot de Terminator. Là, ils débranchent la prise et ils se disent, merde, on n'y touche
touche plus à Ils Terminator. avaient même prévu une série spin-off en parallèle à la télévision, et ça aussi c'est annulé. Enfin, c'est drôle comme à chaque fois on fait des plans sur la comète à chaque nouveau film, et on prévoit, enfin c'est l'ère Marvel quoi, on prévoit des univers entiers de 10 suites à suivre, et on pense pas un film à la fois, et du coup forcément que ça se pète la gueule. Mais parce que ces gens, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette franchise tient dans le seul personnage de Schwarzenegger, de Terminator. Si ce film, bien sûr, c'était une combinaison de Linda Hamilton, James Cameron, mais Schwarzenegger, et d'une époque aussi. Mais puis d'une époque. Mais Schwarzenegger, il a fait exploser l'audience. Et je crois que sans Schwarzenegger, ça va jamais être la même chose. C'est clair. C'est pas le Terminator, c'est pas l'endosquelette. Bon, il est là dans le 5. Hein. Dans le 5, il est là. Il fait de la merde. Hein. Voilà. Il prépare une cave entière de munitions pour que cette cave entière de munitions soit détruite en moi, je préfère encore un Terminator qui prépare des caves entières de munitions qu'un Terminator qui coupe du citron vert pour les mettre dans des Corona. Voilà. Mais bon, on va pas spoiler. Hein. Voilà. Et il faut quand même dire juste une chose, parce que c'est un immense film de merde. Oui. On aura compris. Qu'il faut déconseiller à tout le monde de regarder, mais surtout. Il y a une leçon à retenir de ça, c'est-à-dire que quelques semaines avant la sortie, James Cameron était sorti du bois, avait tourné une vidéo pour dire il y a un nouveau Terminator qui arrive, alors oui, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, mais vous verrez, c'est de la bombe, il y a de nouveau mon pote Schwarzenegger, etc. Et là, les naïfs y ont cru. Ouais. Et ils se sont dit si James Cameron dit que c'est bien, ça sera bien, alors qu'il n'était pas impliqué dans le projet. Il avait même pas placé des billes sur le film. Et au final, ça s'est avéré être une monstre merde. Donc il faut arrêter de croire les discours promotionnels, que ce soit ceux des studios, ceux des réalisateurs, ceux des producteurs, ou même ceux des géniteurs des sagas. Stop. Mais de toute façon, je pense que écouter, lire et puis se conforter dans ce que disent les réalisateurs, les producteurs, c'est pas une très bonne idée. Et pour l'anecdote, qu'on en retienne cette leçon. Ce film aura peut-être au moins servi à ça, à ne plus croire aux discours promotionnels débiles. C'est vrai. Et pour la petite anecdote, justement, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que Emilia Clarke, après le film, a avoué qu'elle était très contente qu'il n'y ait pas finalement la trilogie qui se fasse, parce que elle aurait dû aller faire de la promo en Chine. Voilà, ça l'a saoulé complètement ce film-là. Et apparemment, et ça montre la catastrophe industrielle que ce film a été, c'est que personne n'en avait rien à foutre sur le tournage. C'est elle qui le raconte dans une interview, et qui disait que c'était un fiasco total, c'est-à-dire que le réalisateur, les scénaristes, les acteurs, tout le monde ne savait pas où ils allaient et se disait mais on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Et apparemment, il y avait une grosse ambiance de merde, tellement merdique qu'à côté du studio où se tournait le Terminator Genesis, se tournaient les 4 Fantastiques, donc le reboot lui aussi, qui a été un fiasco total pareil cette année-là, où eux, pour se moquer du tournage qu'il y avait à côté de Terminator Genesis, se mettaient un t-shirt avec marqué dans le dos « At least, it's not Terminator ». Donc au moins, nous ne sommes pas en train de faire Terminator Genesis parce que l'ambiance à côté c'est de la grosse merde. Sauf que les films se seront tous les deux vautrés parce que ce seront des grosses. Les 4 Fantastiques avaient des idées plus intéressantes que dans Genesis. Oui, déjà ce titre. Parlons du titre, Genesis, le truc imprononçable, incompréhensible, qui n'a aucun sens quoi. Déjà là, stop, arrêtez. Stop. Et donc ils auront arrêté jusqu'à justement revenir en 2019 avec Terminator Dark Fate. Mais là, la boucle est bouclée, mes chers amis. Et là, James Cameron est une nouvelle fois là pour nous dire combien ça sera bien. Bah oui, puisqu'il est producteur cette fois-ci. Et puis, il aura même fait quelques petites retouches de scénario depuis son tournage des suites d'Avatar. Oui, Charlotte, une dernière chose. Oui, parce que alors là, ça m'embêterait d'avoir oublié ça quand même. Tu vas revenir au premier. Aussi, un petit peu quand même. Non, mais parce qu'on a parlé de la musique et de l'évolution du thème musical à travers toute la saga. Merci, ça fait 1h15 qu'on parle. Non, mais juste un petit truc. Alors, et puis on va pas tergiverser là-dessus, mais parce qu'on a beaucoup parlé de la femme, de la présence de la femme dans cette franchise, mais qu'en est-il de la masculinité et de ce que Schwarzenegger représente ? On a tendance à oublier ça aussi, à trop se focaliser sur la figure féminine et puis sur l'importance qu'elle prend ou pas dans un film. Parce qu'on veut voir des films précurseurs du féminisme partout. Aussi, quoi. Mais on oublie aussi de parler de la masculinité que représente Schwarzenegger face aux autres figures masculines qu'il confronte dans les films. Je veux dire, mais nous, on n'osait pas en parler parce qu'on est des hommes, tu vois. Donc on attendait que tu nous donnes un blanc-seing pour parler de la masculinité un peu. Conclure cette émission. Bon voilà, justement, en parlant de couilles... T'as raison. L'émission part en couille. Non, mais elle a raison. Non, elle part... on dit peut-être la chose la plus importante de tout l'épisode. De tout l'épisode. Donc on récompense les gens qui ont écouté jusqu'au bout. Qui ont tenu jusqu'à 1h15. Vas-y, Charlotte.
Non, mais regarde dans le premier. Et là, Thibaut commence à suer à côté. Il se dit, mais quand est-ce qu'ils vont terminer cette immondice? Moi, je vais manger des chips, je vous attends. Je Ah vais me faire une Corona. Très bien. Non, mais t'as cette machine aux gros muscles blonds aux yeux bleus qui révolutionne l'Amérique dans la représentation qu'est l'Amérique. Il devient l'Amérique, il personnifie The American Way of Life du petit Autrichien qui a débarqué puis qui a réussi, qui est millionnaire avant ses 30 ans. Et puis, face à qui? Face à Kyle Reese, qui tient pas qui a plus la figure d'une endive. Non, mais tu vois, de ces héros des années 80, de comment ça s'appelle? Mince. Pas Al Pacino, bref, ça va me revenir. Et puis, t'as les punks. Faut un peu regarder. Les figures masculines face à Schwarzenegger sont jamais celles qui vont réussir. Même les Terminators à fluide liquide sont tout fins, tout. Alors oui, ça c'est relié à la matière dont ils sont constitués, mais c'est jamais des gens, des mecs aussi balèzes qui réussissent comme Schwarzenegger. Et puis, qu'est-ce que dit Linda Hamilton, Sarah Connor dans le deuxième? Elle regarde Schwarzenegger et elle se dit, elle regarde Terminator et elle dit, au final, cet homme sera toujours là, il est présent pour mon fils, il est à l'écoute, on peut compter sur lui, etc. Au final, il peut changer les couches, il peut faire à manger. J'étais sûr que quelqu'un allait la faire. On pourrait presque imaginer qu'il change les couches et porte les courses. Hein. Ouais, alors peut-être, Et Est-ce que ça va se produire? C'est une machine, mais c'est surtout un homme blond, immense, musclé, et c'est tout ce qui... et c'est les figures... C'est une force primitive. C'est ça, et les figures masculines qui peuvent lui faire face sont rares dans Terminator. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va opposer différentes formes de masculinité, justement. Exactement. C'est pas Dwayne Johnson contre Schwarzenegger, quoi. C'est Schwarzenegger contre d'autres expressions de la masculinité. Et dire qu'on aurait dû avoir dans Terminator 3, on l'a pas dit, mais à la place de cette TX féminine, il devait y avoir Vin Diesel à la base, quand même. Voilà, Vin Diesel contre Schwarzenegger. Vous imaginez les dégâts? Ce qui m'a fait tilt, c'est quand tu as parlé, et j'ai oublié de le dire à ce moment-là, mais c'est quand tu as parlé du fait qu'il demande à un stripteaseur de lui donner ses habits, qu'il met ses lunettes roses pailletées. C'est aussi placer Schwarzenegger dans un certain camp, dans une certaine case de la masculinité. Et c'est refuser aussi ce qu'est l'autre masculinité, c'est-à-dire la masculinité un petit peu plus féminine. Tout à fait. Eh bien... Waouh, on arrive au bout là, je crois, de ces 1h20 sur la saga Terminator. On est sûr que plus personne a quelque chose à dire Moi, sur les endives. Je soulèverais quand même juste le fait que depuis le 3e volet, en fait, l'apocalypse a bien eu lieu dans l'univers Terminator et que donc toutes les tentatives pour l'empêcher ont été inutiles et que depuis ce volet-là, on essaye à chaque fois de relancer une nouvelle trilogie et on n'y arrive pas. Ouais. Donc il y a quelque chose d'intéressant que les studios devraient peut-être apprendre. On ne peut pas empêcher l'inévitable et il faut donc laisser cette franchise tranquille. Tu as tellement raison. Arrêter avec cette saga, quoi. Et pourtant, il y aura donc en 2019, et puis là en salle, ça sort le mercredi 23 octobre au cinéma. C'est Terminator Dark Fate, donc 6e du nom, qui reprend le personnage de Sarah Connor, joué par Linda Hamilton, qui revient et qui ici. propose en fait d'annihiler toutes les suites après le 2. Exactement. De repartir. Sarah Connor n'est pas morte d'une leucémie. Et donc, est-ce qu'il servira... Ça, c'est bien. Et elle est vieille. Est-ce qu'il servira ce film enfin, comme il le promet, ce que les fans attendent depuis Terminator 2? Eh bien, réponse au cinéma dans quelques jours et réponse dans le prochain débat du Saloon. On sera tous les 4 aussi avec Charlotte, Thomas et Thibaut pour parler de ce Terminator Dark Fate. Qu'est-ce que ça vaut? On vous le dira très prochainement. Merci Thomas Gerber d'avoir participé à ce flashback. C'était un grand plaisir. Tu es content donc d'avoir parlé de Schwarzenegger? Oui. Oh, joli. Oh, magnifique. On pouvait pas a même le thème de Terminator tapé sur une table. Oui, enfin, assez de temps consacré à Schwarzenegger. Enfin. Ouais. D'ailleurs, Charlotte la Klinke. musique à travers les... Merci Charlotte. À bientôt. Ouais. Merci pour toutes ces analyses de la masculinité justement et de l'histoire dans Terminator entre Rambo et Terminator. Je dois dire que il y a des liens effectivement. Merci Thibaut Ducret. Mais merci à toi. Un grand plaisir de t'avoir. Partagé. On vous retrouve très bientôt les amis. Donc je l'ai dit pour ce débat sur Terminator Dark Fate. Merci à vous
de nous avoir écoutés. Voilà, ça fait un moment que je cause. De nous avoir écoutés sur ce flashback. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez de nos avis sur les films? Qu'est-ce que vous pensez de ces 5 Terminator? Lequel est votre préféré? Puis celui peut-être que vous aimez le moins. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Vous nous laissez un commentaire sur tous les réseaux sociaux. Paraît que le meilleur, c'est le premier, non? Eh bien, écoute, c'est toi qui le dis en tout cas. Ouais. Moi, je dirais que c'est le deuxième plutôt. Et retrouvez donc tous les autres épisodes du Saloon sur votre plateforme de streaming préférée. Il y a notamment le flashback sur Rambo si vous ne l'avez pas déjà écouté. Voilà. Alors, à très bientôt. C'était le flashback du Saloon sur Terminator. Ciao!